Salut à tous et à tous, c'est l'épisode 224 du podcast Dunkevdo. Salah au micro, ravi de vous retrouver cette semaine avec moi. Pour cet épisode, on va commencer directement l'épisode que j'ai nommé découpage en règle et en bande organisée des Clippers. Deux hommes, Madiane et Ilias, mais découpeurs sûrs. Comment ça va les gars? Ça va, on m'a appelé pour découper, je suis là pour ça. Et bah moi de mon côté plutôt pas mal également. On va essayer de s'attarder un peu sur le cas de ces Clippers et il y a énormément de choses à dire. Donc ouais, pareil. En fait, on va bien sûr cette semaine évidemment revenir sur les Clippers battus par Denver donc en 7 matchs après avoir mené 3-1 et après avoir mené de plus de 10 points dans les 3 derniers matchs qu'ils ont perdus. On va revenir sur cette fin de série apocalyptique de la part des Clippers. Tout ça, on va évidemment bien entendu parler de la série entre le Heat et les Celtics en fin d'épisode, cette demi-finale de conférence qui après 3 matchs est franchement je trouve d'un niveau super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, on pourra en reparler puis on pourra se projeter un tout petit peu sur le Lakers Nuggets. Tout le monde s'attendait à un Lakers Clippers, on a un Lakers Nuggets où on a déjà eu un premier match, on pourra parler de tout ça. Mais voilà, ce qu'on voulait faire comme la semaine dernière, on a fait une autopsie du cas Milwaukee. Cette semaine, autopsie du cas Clippers. Et c'est un peu drôle parce qu'en fait, si je regarde les pronos, tout le monde s'attendait peut-être un peu à un Bucks Clippers, non? En finale NBA. Et ben, c'est deux équipes qui sont sorties. On a autopsié les Bucks la semaine passée. Ça va être autour des Clippers. Madiane, je vais te lancer un peu directement. Voilà. Comme j'ai dit, ils ont perdu les 3 derniers matchs. Ils menaient de plus de 10 points dans les 3 derniers. Comment t'expliques tout simplement, en question simple, large, comment t'expliques ce qui s'est passé du côté des Clippers? D'abord, c'était le choc. D'abord, c'est le choc et en fait, c'est surtout un truc qu'on veut pas comprendre. Enfin, même pendant qu'ils étaient en train de perdre pied dans le match en 3e et en 4e quart-temps du Game 7, j'avais du mal encore à y croire. Je me disais non, mais ils vont inverser cette tendance. Et finalement, ils ont jamais réussi. Et il y a plusieurs facteurs, je pense, qui leur sont arrivés. Déjà, ils ont perdu très lourdement tous les 3e quart-temps des games 5, 6 et 7. Et c'est pas des petites défaites où tu perds de quelques points, c'est qu'ils se font retourner le match 2 fois de suite dans le 3e quart-temps et dans le 3e quart-temps et dans le game 7. Ils étaient même pas spécialement devant de beaucoup et ils ont mené un moment de plus 7 dans ce 3e quart-temps et ils ont perdu pied. Ouais, et ils ont perdu pied instantanément. Et là-dessus, tout d'abord, il faut saluer Denver sur l'attaque où ils ont été cliniques en attaque. Ilias a utilisé le terme de run de l'espace la semaine dernière en disant non mais ils vont pas se prendre des runs de l'espace. Bah si, ils se sont repris 2 runs de l'espace dans ces 3e quart-temps. Ça m'a un peu fait penser, je sais pas si vous vous souvenez à une époque, les Warriors de l'ère KD, où en fait les équipes arrivaient à lutter à la mi-temps, le score était à peu près égal à la mi-temps et à 3e quart-temps ils arrivaient, ils te défonçaient le match et c'était ensuite même le cas avant KD. Avant KD, ils étaient déjà habitués à faire ce genre de choses, notamment lors de la saison 2015-2016. C'était des spécialistes du 3e quart-temps où généralement ils te plaçaient un run qui te laissait à moins 15 à l'entrée du 4e quart et là tu pouvais déjà reposer les stars pour le match d'après. Tout à fait. Et ben c'est exactement moi c'est ce que j'ai senti finalement en regardant ça au calme. Ils ont du coup sur le game 5 remonté en fait. Ils ont amorcé cette remontée sur la fin de ce 3e quart-temps et puis ils ont achevé sur le 4e quart-temps. Sur le game 6, ils ont mis un 16-30 plus 14 pour ensuite infliger un 19-34. Enfin, incroyable. Le début du 4e, c'est fin du 3e, début du 4e dans le 6 où c'est un barrage complet. Non mais c'est incroyable. Et à chaque fois en fait, c'est pas le début du 3e quart-temps, c'est vraiment dans cette seconde partie de 3e quart-temps où je trouve que leur attaque a été exceptionnelle. Et vraiment, on peut critiquer la défense des Clippers, mais moi j'ai trouvé que l'équipe tournait extrêmement bien et que tu pouvais avoir n'importe qui sortait de la boîte pour te mettre des gros tirs. Et c'est peut-être là où faut aussi dire saluer le travail de Denver qui a cru et qui est à chaque fois venu les exécuter en attaque
dans ces périodes-là. D'ailleurs, ça a été symbolisé par les performances de Jokic que Malone a extrêmement mis dans les meilleures des conditions pour pouvoir faire mal aux Clippers. Ils ont très vite identifié un des points faibles qu'on a selon moi beaucoup sous-estimé pendant toute la saison des Clippers, qui était leur manque de protection de cercle. Donc qu'est-ce que Jokic a fait? Quand bien même Zubac était sur le terrain ou que Harrell rentrait en jeu, ils mettaient en fait Jokic en spot-up, ce qui obligeait en fait Zubac à sortir, et là ça créait forcément des intervalles. Donc il y avait soit une attaque au cercle de la part de beaucoup de joueurs parmi les ailiers et les arrières des Nuggets, et si par exemple il y avait le malheur de venir aider, eh bien tout de suite on trouvait le décalage soit sur le côté, soit du côté du weak side, donc en renversant le jeu, et là t'avais des shooters ouverts dans tous les sens. On a vu Millsap mettre dedans, on a vu Gary Harris mettre dedans. Forcément Jamal Murray lui il s'est régalé, il a pas arrêté de sanctionner un des autres points faibles des Clippers en défense, qui était Lou Williams et Montrezl Harrell, donc messieurs meilleur sixième homme de l'année, donc l'un et l'autre. Le problème c'est que ces deux joueurs, ils ont très exactement à des postes différents les mêmes qualités, c'est-à-dire des forts attaquants, même si Lou Williams il l'a pas trop montré pendant la série. C'est deux forts attaquants mais qui ont tous les deux des énormes faiblesses en défense. Et en fait c'était simple, quand c'était Lou Williams qui était sur le terrain, généralement on avait des switches qui s'opéraient de manière à pouvoir mettre Jamal Murray en ISO sur lui, donc il lui faisait la chanson assez rapidement et il finissait soit au cercle soit à 3 points, et sinon dans le cas de Montrezl Harrell, c'est quelqu'un qui est absolument pas fort pour défendre un pick and roll, donc généralement on appelait des picks sur lui, et le problème de Harrell c'est qu'il a ni la taille pour être un fort protecteur de cercle, et il n'a ni la mobilité pour pouvoir suivre un joueur sur un pick and roll, donc il se faisait aussi prendre une musique pas possible pendant toute la série, et voilà ce qui a mis un petit peu fin aux espoirs des Clippers. Donc en fait le problème des Clippers c'est que on a un peu surcoté leur défense, et comme je le disais la semaine dernière, ils ont de très très forts défenseurs individuels, mais à aucun moment ils ont su créer de défense collective qui leur aurait permis en fait de mettre à mal l'attaque de Denver, qui en fait sur les 3 derniers matchs a mis systématiquement plus de 100 points. Ouais, je trouve ça intéressant de commencer par peut-être féliciter les Nuggets aussi. Totalement. Sur les 3 derniers matchs, franchement, pour avoir vu tous les matchs de la série quasiment en intégralité, les runs de l'espace, oui, les Clippers sont responsables parce que on en reparlera défensivement. Il y a une des lacunes. J'ai rarement vu une équipe aussi mal faire des close-outs sur une série de playoffs. Sérieusement, c'était ils avaient pas envie tout simplement. Mais dedans, en face, ils ont vraiment mis dedans. Et c'est vrai que le duo Jokic-Murray est aussi fort que ça. Si à côté Harris, Millsap, Grant mettent des tirs, là, c'est une autre dimension. Et dans les runs, souvent, ce qui se passe, c'est que ces 3 mecs-là à côté ont mis des tirs. Donc, faut saluer ça. Et voilà, le pick and roll Murray-Jokic depuis le début des playoffs est une arme extrêmement lourde. Donc, ouais, faut les féliciter et tout ça. Après, on va quand même se mettre le focus sur les Clippers. Je trouve ça intéressant de commencer on n'a pas encore parlé de Paul George, Kawhi, c'est plus Lou Will et Montrezl Harrell qui arrivent dès le début. Moi, je voulais vous poser une question, les gars. Est-ce que les matchs 5, 6, 7, les Clippers perdent juste parce qu'ils sont pas à droit? Marcus Morris est à 33% à 3 points. Lou Will ne met pas dedans. Kawhi ne met pas dedans dans le match 7 comme Paul George. Shamet se blesse dans le match 7. Voilà. Est-ce que, selon toi, Madiane, ça s'explique que par ça, ou il y a d'autres choses que tu pourrais pointer? Non, moi je pointe pas forcément leur manque d'adresse. C'est moi ce qui m'a marqué, c'est que leur attaque a eu du mal en fait face à l'équipe de Denver, et à aucun moment, pour citer ces deux joueurs, Paul George, voilà, c'est pas son niveau, point. Moi j'attendais un truc de Kawhi. Moins que Paul George nous sorte ce genre de prestation, ça a fini par ne plus m'étonner avec le temps. Mais que Kawhi n'y arrive pas non plus, c'est là où ça m'a énormément étonné, parce que mine de rien, il avait l'espace d'attaquer à mi-distance dans sa zone en plus.
Et c'est pas ce que je l'ai vu faire en fait, notamment dans le Game 7 où il a pas essayé de prendre le match à son compte comme on a pu le voir le faire l'an dernier ou même pendant ses playoffs. Contre Dallas, ouais. Ouais, où par moment effectivement l'attaque tournait mal et lui disait je m'en fous, je mets les points. Et il te mettait ses tirs à mi-distance et c'était peut-être pas le plus rémunérateur, mais ça te maintenait dedans le temps que ton attaque reparte. Et en fait, dans ces moments de trou, il s'est rien passé. Et le pire pour moi, c'est ce quatrième quart-temps. Parce que ce quatrième quart-temps du Game 7, c'est un moment où lui et Paul George sont dans le trou et où il ne se passe rien. Le premier panier, il est mis par Jamichael Green, non ? Quelque chose comme ça. C'est pas possible. Enfin... Il y a un moment où tu ne peux que perdre à ce stade-là. Et c'est peut-être le reproche que je donne à Kawhi, c'est déjà ça, effectivement, dans les moments clés en attaque, et puis merde, il y a un moment en défense. Alors, malheureusement, c'est pas son caractère à ce joueur-là, mais du coup, en fait, t'as pas eu quelqu'un, enfin, le seul qui hurle dans cette équipe, c'est Patrick Beverley, et franchement, c'est pas un défenseur, c'est pas le mec qui va te rallier une défense, c'est pas un Draymond Green, et ça a peut-être manqué quand même. Et autant, qu'il soit ni clinique en attaque, et finalement côté défensif, est-ce que vous avez vraiment vu l'impact de Kawhi Leonard sur cette série dans les 3 derniers games? C'est anecdotique pour un si gros défenseur. Moi, Kawhi, j'ai souvent eu l'impression sur certaines séquences, Jamal Murray le met vraiment en difficulté, hein. Bah ouais, mais en fait, je me suis posé des questions là-dessus. Alors, est-ce que tu peux vraiment le reprocher à Kawhi ou pas ? Moi, j'ai quand même tendance au moins à rapprocher le manque de coordinateur défensif dans cette équipe, où tu vois qu'effectivement, les mecs mettent mal les mains sur les close-out, que ça défend un peu... En fait, c'est une défense théorique. Ça jamais... Exactement. Contre Dallas, c'est pas une forte défense. Contre Dallas, ils se font exposer. Et sans Porzingis en plus. Sans Porzingis, c'est honteux contre Dallas, la défense. Je sais que c'est pas non plus une mention... on parle pas d'un All-Star, mais je pense que c'était à souligner. Les Clippers ont été mis à mal par des Mavs qui étaient véritablement au complet, donc il y avait vraiment de quoi se poser des questions. Après, moi, concernant Kawhi, c'est vrai que il y a de quoi se poser des questions parce que c'est vrai que pour la première fois, on a l'impression qu'il est humain. C'est-à-dire que nous, on pensait tous que le voir passer à côté de son Game 7, c'était pas quelque chose d'envisageable. Et donc, pour répondre à ta question, Alan, moi, concernant les Clippers, j'y verrais en fait 2 choses. Le manque d'ajustement, c'est-à-dire que quand ça t'arrive 3 fois d'affilée, on peut plus parler de hasard. On peut plus uniquement pointer ça sur une défaillance en termes d'adresse. C'est que aussi défensivement, t'as pas réussi à faire les bons ajustements pour pouvoir freiner les Nuggets, parce que c'est le tout de pas être bon en attaque, ça peut arriver, mais aussi tu peux limiter l'équipe d'en face en faisant les bons ajustements et les bons stops défensifs. Ça a jamais été le cas. Encore une fois, je réutilise mon terme de la semaine dernière, ils ont pas cessé de se manger des runs de l'espace sans pouvoir y répondre. Et autre chose concernant du coup Kawhi, c'est que il a un mid-range qui est exceptionnel. Vraiment, il a un jeu à mi-distance qui fait partie vraiment des meilleurs. Certains même vont jusqu'à le comparer à celui de Jordan. Mais est-ce que c'est ce qui paye le mieux dans un jeu actuel et dans le jeu moderne qu'on connaît? J'en suis pas sûr parce que ça reste des tirs à moyen pourcentage, on va dire, et qui forcément sur le plan de la mathématique pure te donne un point de moins qu'un tir à 3 et qui ne te génère pas forcément l'apport de beaucoup de lancers francs. Donc c'est en ça aussi que ça a été une difficulté pour les Clippers et Kawhi, c'est-à-dire que dès l'instant où Kawhi a commencé à faillir en termes d'adresse sur son mid-range et que il n'a pas réussi à attaquer le cercle pour je ne sais quelle raison, il a été extrêmement limité et ça a donné le game 7 qu'on a vu. Et forcément, l'autre point qu'on peut aborder, c'est la défaillance mentale, quoi. Quand ça t'arrive également 3 fois d'affilée, au bout d'un moment, c'est que il y a un craquage complet, c'est que t'arrives pas à terminer et que l'équipe d'en face en profite, elle est en pleine confiance. Tu lui as donné toutes les armes pour pouvoir te faire sanctionner et c'est ce qui s'est passé. Moi, je serais un petit peu plus
positif sur la défense. Je trouve franchement que défensivement, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas affligeant. Dans le début de ce 4e quart-temps du match 7, ils défendent vraiment bien contre Denver. C'est juste qu'ils ratent leurs 14 premiers tirs. Ouais, mais ils attaquent mal aussi, Alan. Ils attaquent mal. Ils font, à part de l'ISO et du pick and roll, ils ont strictement aucun système. Elle est offensive pour moi. Ouais. Pour moi, elle est offensive, la défense. Je suis pas d'accord qu'elle soit que offensive parce que, en fait, dans ces moments de run, il y a des moments où, en fait, si tu réussis à bien défendre, tu es capable de vite jouer sur transition, et il n'y a pas plus rémunérateur dans le basket que des paniers en transition. Et le problème, moi effectivement, je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu une seule transition lancée par les Clippers de tout le 4e quasiment. Et c'est ça aussi le problème. Ça, c'est le lot des Game 7, les gars. Ça, généralement. Ouais, les Nuggets, c'était un Game 7, ils en ont mis des transitions dans la tronche des Clippers. Ouais, parce que eux n'étaient pas en mode Game 7, tout simplement. Enfin, on l'a vu de toute façon. Ouais, mais ça reste un match de basket. Et à partir du moment où t'es pas capable de stopper convenablement l'équipe en face, et ils ont des difficultés, mais atroces au rebond aussi. Faut en parler, mais c'est vrai que sur le rebond, ils ont vraiment eu, Jokic 22 rebonds, je savais même pas qu'il avait ça en stock. Hein. Franchement, non mais dans sa carrière, Jokic 22 rebonds, j'ai pas souvenir. Hein. Non mais il les a défoncés. Ils ont eu Après il y a peut-être ils ont eu des difficultés. Il y a peut-être autre chose qu'on peut identifier aussi dans la manière d'attaquer des Clippers, c'est que ils souffrent d'une chose, c'est que et ça a été pointé aussi lors de la saison, mais on s'appuyait et on s'attardait uniquement sur le talent que composait cette équipe, sur les talents que composait cette équipe, c'est que ils ont pas de playmaker. Cette équipe n'a pas de playmaker. Voilà. Elle a pas de joueur. Enfin, elle a pas un général de parquet, pour traduire mot à mot le terme américain, qui pourrait en fait tout simplement driver cette équipe de la meilleure des manières et lui permettre un petit peu de donner sa plénitude. Ils ont Kawhi, ils ont Paul George, ils ont Lou Williams, ils ont Montrezl Harrell, mais tout ça, c'est des joueurs qui sont certes forts offensivement, mais qui sont, on va dire, plus des créateurs pour leur propre personne. C'est pas des joueurs qui vont générer du jeu pour un collectif. Tu vois? Ils ont pas le deuxième créateur qui peut jouer du pick and roll. Exactement. Voilà. Ils ont pas ce mec-là. Et c'est là où je veux revenir, c'est que pour moi la défaillance, elle est offensive, tout simplement parce qu'en fait, toutes les équipes des playoffs là, sauf peut-être Miami, mais Miami c'est parce qu'en fait c'est l'inverse, ils ont trop de solutions. Je sais ce qu'ils vont faire dans le clutch en attaque. Je sais comment ils vont réussir à aller marquer des points. Les Lakers, il y aura le pick and roll LeBron AD, ou alors LeBron qui va s'occuper de choses, ou alors peut-être un petit peu de post-up pour AD. Les Nuggets, c'est simple, c'est balle dans les mains de Jamal Murray et pick de Jokic à la ligne des 3 points. Les Celtics, ça va être de l'ISO pour Kemba ou pour Tatum, et le hit, ça va être balle dans les mains de Butler. Il va aller chercher il va pénétrer, il va aller au cercle. Soit il obtient la faute et il termine au cercle, soit il ressort pour les shooters. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe tout le temps. Les Clippers, je savais pas ce qu'ils faisaient. Je savais pas comment il fallait faire pour eux quand ils devaient aller chercher un panier. C'était un gros fouillis. Ils savaient pas quoi faire. Ouais, et beaucoup. On avait du Kawhi qui avait la balle. Ouais, on avait du Kawhi qui avait la balle en main pour essayer de créer sur pick and roll. Mais bon, ça marchait pas trop. On avait du Paul George qui sortait, d'un curl à 45 degrés pour essayer d'être mis en position de tir. Mais vu qu'il mettait rien dedans. Il mettait des tranches. Il mettait rien dedans. Et en fait, moi, la question que je me suis posée, c'est que surtout, pour moi, cette équipe-là, en fait, depuis 2 ans, le joueur qui crée de l'attaque dans le clutch pour eux, c'est Lou Will, les gars, en saison régulière. Ah, mais. C'est Lou Will c'est Lou Will le créateur dans le clutch de cette équipe. Ouais. Sérieux. T'as le mid-range de Kawhi depuis 1 an, mais depuis 3 ans, Lou Will, il est pas à 23 points de moyenne pour rien avec les Clippers depuis 3 saisons. Hein. C'est parce qu'il, dans le clutch, il est super fort, sauf qu'avec le pick and roll avec Harrell, notamment. Sauf que là, comme Lou Will, il mettait pas dedans, et que, disons-le, c'était le pire défenseur de tous les playoffs sur les extérieurs. C'était une horreur. Affligeant. Oui. Affligeant. Voilà. Et ben, franchement, ils avaient pas de quoi générer de l'attaque efficace, à part du hero ball, ou à part si Kawhi était mis en bonne disposition offensivement pour faire le travail tout seul. Donc pour moi, la défaillance, elle est là. C'est ils savaient pas quoi faire en attaque sur les fins de match. Et Tom l'a dit. Il a dit franchement, la fin de match qu'ils font dans le 7, c'est honteux. Tu loupes pas 14 tirs de suite pour rien. Ça veut dire des choses. Oui. Donc
D'ailleurs, Lou Williams, faut quand même souligner une stat qui est quand même assez parlante le concernant. 4 sur 27 à 3 points sur la série. Hein. Ouais, et puis il a 23% à 3 points sur l'ensemble des playoffs. C'est une catastrophe. Non, mais au-delà de cette catastrophe, c'est un truc qu'on se disait, notamment, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de gens qui parlaient à l'époque, et je me souviens qu'on en avait discuté entre nous, de l'arrivée de Marcus Morris dans ce collectif. De dire, oh là là, mais vous vous rendez compte, il tourne à 18 points de moyenne dans les terribles Knicks, ça va être un super apport dans cette équipe. Non, c'était pas ce qu'il leur fallait. T'avais pas besoin d'un énième scoreur, etc. Et en fait, ils étaient... des fois, ça n'a pas été le plus scandaleux, c'est ça le pire. Ouais, ça n'a pas été le plus scandaleux, mais des fois, t'as des effectifs qui sont composés de trop de ball handlers. C'est un peu comme Miami, ce qu'ils étaient en début de saison avant qu'ils s'ajustent. Quand ils avaient Winslow en plus, ils savaient pas quoi en faire. Et Winslow était pas forcément utile à leur équipe. Et quand ils s'en sont débarrassés, et ils ont pris des gens, Iguodala, Crowder, qui n'ont pas spécialement besoin de cette balle. Donc ils étaient contents là. Il faut moins jouer Nunn aussi, tu vois, qui a beaucoup la balle en main. Exactement. T'avais pas besoin d'autant de ball handlers. Et ils étaient trop riches de ce côté. Ben là, les keepers, c'est l'inverse. Ils sont riches en scoreurs. Paul George, il s'est transformé au fur et à mesure du temps en un spot-up push shooter. C'est ça. Ah ouais, je donne pas la balle à Paul George pour aller créer. Le mec, c'est KCP maintenant, quoi. C'est incroyable. Non mais c'est vrai. Kawhi, il a pas été connu pour son playmaking. C'est un mec qui va finir des actions. Et moi, ce que je voyais souvent dans les schémas, c'est en fait, c'est t'as deux passes, un léger décalage qui se crée, et Kawhi, dès qu'il reçoit la balle, il part attaquer le panier, ou il part attaquer à mid-range, et il te met les points. Mais c'est pas lui qui doit avoir la balle pour initier ton offense. Il faut qu'il y ait déjà un petit décalage, un petit jeu de passe qui se lance, et lui prend la balle en rythme et fait son truc. Mais c'est pas lui le premier initiateur. Et il y en a pas en fait. Et c'est ça le pire en fait. Et c'est vrai, 14 tirs de suite, c'est un très fort indice de ce qui a pu se passer. Et puis finalement, est-ce qu'ils ont vraiment perdu sur ces 14 tirs quand tu vois que le score final, enfin ils prennent un écart, hein, ils prennent un vrai écart, il y a eu plus 20 à un moment. C'est que même finalement, s'ils avaient mis quelques tirs dans cette série, ils avaient quand même perdu. Ouais. Finalement, donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est clair. Et puis petit stat sur Paul George, je pense que peut-être le temps qu'on s'attaque au dossier PG, il a mis autant de fois plus de 15 points que moins de 15 points dans ses playoffs. Ouais. Autant de fois plus. Franchement, cette stat, je la trouve ouf. Autant de fois plus de 15. Je sais qu'il y a des journalistes américains qui l'appellent PG 30-13, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances qu'ils te mettent 30 points que 13 points dans un match. Et franchement, c'est... Avec on va pas se mentir, pas de grands défenseurs à sa position en face sur les deux tours, hein, que ce soit Dallas ou que ce soit Denver. La défense de Dallas, c'est quoi? Sans déconner? Bah, c'est pas une bonne défense. Non, mais c'est pas une bonne... C'est même pas bonne défense, t'es gentil. S'il n'y a pas de défense contre Dallas... C'est complet. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, quand tu l'as dit, Malène, c'est devenu un spot-up shooter, la petite stat. Il a shooté 55 lancers francs en 13 matchs de playoff. Pour comparer, hein, Tatum en avait shooté 85 après le match 1. Kawhi en a shooté 94 dans le même temps. Jimmy Butler, dans les 10 premiers matchs, il en avait shooté 102. Et LeBron, 76 dans les 10 premiers matchs. Donc, en gros, il va plus sur la ligne, Paul George. Qu'est-ce qui se passe du côté de Paul George ? Ilias. Bah, il y a plus d'attaque de cercle. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je refusais de croire après qu'on en ait parlé, je crois, il y a à peu près un mois. C'était lors d'une émission avec Ben où t'avais mentionné le fait que certainement avec des stats à la clé que Paul George était devenu un spot-up shooter. Mais quand tu vois en plus les qualités du bonhomme et la saison en fait de laquelle il sortait quand même avec OKC, quand bien même celle-ci s'était terminée de manière brutale, il avait quand même fini sur le podium du MVP de la saison. Donc je pouvais pas croire que Paul George s'était devenu KCP, tu vois. On parle d'un joueur qui a des qualités techniques et athlétiques qui sont quand même au-dessus de la norme. C'est un joueur qui en fait en plus peut régaler à tout moment, mais là il est en train de se perdre dans un rôle qui en fait ne devrait pas être le sien, et ça nous donne les résultats qu'on voit actuellement. Donc va falloir
Mais il est pas assez fort pour être option numéro 1 d'une équipe aussi. Regarde, avec Indiana et avec OKC, quand il l'est, il perd au premier tour. Complètement. Donc, tu vois, donc il est dans cet entre-deux, en fait. C'est ça, mais justement, c'est peut-être le problème chez lui, c'est que il a trop souvent tendance à se surestimer, et c'est quelqu'un qui malheureusement n'assume que très peu, on va dire, ses défaillances, que ce soit sur le terrain ou même dans ses choix. Si on doit faire la chronologie de Paul George, que ce soit sur le terrain ou en dehors, on est en train, en fait, peut-être de se diriger vers un des joueurs les plus surcotés de la ligue, sachant que Oulala. Ah là, je lance un pavé dans la mare. Enfin, je suis navré, mais Paul George, quand on voit ce que Jerry West a dû lâcher pour pouvoir l'obtenir, c'est quand même assez incroyable parce que il s'est délesté très clairement, il s'est délesté de l'avenir entier de cette franchise. Il vient de balancer 5 pics à OKC, en plus d'un jeune espoir qui aurait pu en plus faire un grand bien à cette équipe en matière de playmaking, qui est Shai Gilgeous-Alexander, et de Danilo Gallinari qui aurait eu un profil, je pense, tout à fait intéressant pour ces Clippers-là. Évidemment, on sait que la condition sine qua non de la signature de Kawhi dépendait de la venue d'une autre superstar, et ce fut Paul George. Mais à force de céder à tous les désirs et des ratas d'un joueur comme Kawhi, les Clippers ont un peu sombré parce que au final, est-ce que effectivement là, ça n'a pas marché cette année, bien qu'on ait tous pensé que ça devait l'être, mais que va-t-il en être maintenant qu'ils abordent en fait ils vont aborder la deuxième saison avec vraiment le coup près au-dessus de leur tête, sachant que s'ils ne gagnent pas l'année prochaine, là les vrais problèmes pourraient commencer, et ils pourraient même commencer dès la saison prochaine parce que on a l'impression, voilà, qu'ils ont un effectif qui est très long, mais cet effectif est mal construit. Donc que faire d'un joueur comme Marcus Morris? Que faire de Montrezl qui n'a jamais signé de gros contrat dans sa carrière et qui certainement l'été prochain va demander son argent. Reggie Jackson devrait partir. Jamichael Green a une option à 5 millions de dollars. À mon avis, c'est une player option. À mon avis, il ne devrait pas la prendre parce qu'en plus, que ce soit le concernant Marcus Morris ou même Montrezl, on parle d'un été où il n'y a pas de gros free agent. Donc on sait qu'il y a des équipes qui auront de l'argent à disponibilité et qui, ne serait-ce même que sur un contrat court, pourront proposer de très grosses sommes d'argent. Donc les Clippers, ils vont être partagés entre deux choses: le fait de signer ces joueurs donc à prix exorbitant, ou le fait de se délester de cela et donc de repartir sur un effectif moins important sur la longueur. Donc c'est assez problématique, et donc Paul George revient un petit peu au centre des discussions. Et maintenant, que faire avec ce joueur? Est-ce que on le laisse s'enfoncer au point de lui voir perdre sa valeur de manière totale, ou est-ce qu'on utilise en fait sa dernière année de contrat peut-être pour bâtir quelque chose de plus important et de cohérent autour de Kawhi? Bon, moi, sur Paul George, déjà, on va faire un rappel historique. On a fait le DH20 cette année. Souvenez-vous d'où était PG. DH20 de cette année. 11-12 à peu près, 10-11-12 14e. 14, ouais, tu vois. Il est derrière Butler, Embiid, Jokic, mais par exemple, Jokic est 11e. Hein. Avec le recul, ça peut paraître drôle. Bon, est-ce que c'est vraiment sa place? Parce qu'il est devant quand même des gars comme Tatum. Est-ce que PG est devant Tatum? Moi, je vous dis non. Bah, sur les playoffs et sur la saison 2020, clairement non. Après, faut prendre du recul. Mais ouais. non. Est-ce qu'il est devant? Est-ce que il est devant un Mitchell ou un Murray? Ça peut se poser maintenant. Là. Enfin, on peut établir une sorte de power ranking. Et enfin là, en tout cas, il a clairement chuté. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui lui passent devant après ces histoires? Pas tellement, hein. Pas tellement. Non. Déjà à l'époque, il était derrière ces joueurs. Alors effectivement, Jokic, Murray sont pas exactement là où, enfin, sont devant, alors que là, il était plutôt à la bataille avec Jokic. Ok, mais je pense qu'on a tous compris que c'était un spot-up shooter. Déjà, il a un historique, le monsieur. 2017, Game 6 face au Jazz.
Vous vous souvenez quand Westbrook il prend 43 tirs? Bien sûr. 2 sur 16, 0 sur 6. C'est 2018 même. Parce que 2017, oui, pardon, 2018, tout à fait, 2018. 2 sur 16, 0 sur 6. L'an dernier, alors ok, offensivement, il fait un bon match. Franchement, dans Game 5. Mais pendant toute la série, il met pas dedans. Hein. Et ça se reposait grandement sur lui. Et en fait, aux côtés de Westbrook, il a joué sans le ballon. C'était Westbrook qui avait le ballon et qui crée les décalages pour lui. Et ça a marché pendant la saison régulière, au point où il finit 3e. MVP, ouais. Et il était bon en défense. Et c'est là... Ouais. Et c'est pendant les playoffs où il a été extrêmement suspect. Et finalement, on a toujours dit playoff P. Moi, c'est vrai que j'ai souvenir d'une série face à Toronto, d'une série où il a vu le maillot de LeBron James. Tu vois, à l'époque, je crois que c'est Ben qui avait dit ça. Quand il voit le maillot de LeBron James, il pète un plomb, ce joueur, et il devient extrêmement fort. Ils sont beaucoup dans cette situation. Enfin, ok. Mais finalement, les derniers bons playoffs de Paul George, c'est quand il se fait sweeper par les Cavs. Oh, et encore, hein, tu sais, tu parlais des matchs. Et les Cavs, et ces Cavs-là, ils défendaient 0 à l'époque. Ouais, en plus, tu parles des matchs à élimination, mais tu peux même rajouter le match de 2017 contre Cleveland, où il fait 15 points à 5 sur 21, 3 sur 9 à 3 points. Donc, en fait, faut remonter à très, très, très loin pour revoir un Paul George, en fait, qui pourrait allier les bonnes performances et les victoires en playoff. Et faire surnommer playoff P quand tu vois son rendement dans les matchs à élimination directe, tu trouves un autre surnom, un autre sobriquet, tu fais ce que tu veux, mais tu t'appelles pas playoff P. Parce qu'on est sur 9 matchs à élimination directe dans la carrière de Paul George. Il est à 1 victoire, 8 défaites, et ses stats sur ces matchs-là, sur l'ensemble de ses rencontres, c'est 17.6, 37% au tir et 31% à 3 points. Ouais. Donc, mais finalement, est-ce que on le juge pas? Moi, je reprends par rapport au DH20. Est-ce qu'on le juge pas un peu trop durement? Parce que finalement, on le savait déjà. Alors, il est pas top 5, il est pas top 10, et personne l'a mis là. Même lors du DH20, personne l'a mis là. Ouais. Et top 15, finalement, est-ce que top 15, en bas du top 15, 15e ou top 20 de la ligue, moi, malgré ce qui s'est passé, ça me choque pas. Mais évidemment, quand tu tombes sur des joueurs plus forts, t'es vite exposé. Et c'est ça qui lui arrive à Paul George. C'est qu'en fait, on a une très bonne image de lui, mais c'est son niveau. Moi, j'ai pas vraiment une bonne image de lui, et vous le savez, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin l'historique de Paul George, il est en fait à tous les niveaux. Il est sur le terrain, il est en dehors. C'est quelqu'un qui n'assume strictement rien de ce qu'il fait. Si on doit faire, et moi je vais le faire, l'historique un petit peu de Paul George depuis son départ à Indiana, c'est ça. En fait, il demande son trade. Il arrive à la fin de quelque chose à Indiana et il demande son trade pour normalement rejoindre les Lakers. Il lui reste plus qu'une année de contrat, mais finalement, on se rappelle que Sam Presti il prend le risque de trader pour sa dernière année. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année-là? Finalement, il se sent bien à OKC et il se dit je vais rester quelques années de plus avec Russell Westbrook, avec qui j'ai tissé des liens. Ok, il y a pas de souci. D'ailleurs, ça avait été un peu annoncé en grande pompe, en mode showcase de rap, etc. Boîte de nuit. Finalement, il reste, mais on sait que OKC restait aussi l'équipe qui pouvait lui proposer le plus d'argent. D'accord. Et donc finalement, il reste à OKC. Il se passe ce qui se passe lors de la série face à Utah et face à Portland, où il se mange le shoot de Damian Lillard pour au final dire que c'était pas un bon shoot. Bon, peu importe. Vient l'été suivant et il suffit d'un simple SMS, d'une rencontre autour d'un burger ou d'une glace de Kawhi Leonard pour réclamer un nouveau trade et demander cette fois-ci de rejoindre les Clippers. Mais maintenant, il faut justifier le fait de signer aux Clippers. Donc, parce qu'il voulait aller aux Lakers. Voilà. C'est ça. Donc, et on sait que c'est un natif de Los Angeles. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui, avant de porter le numéro 13, portait le numéro 24. Et je pense pas que ce soit pour faire une dédicace aux premières années de Verratti sous le maillot parisien. Donc non, on parle d'un joueur qui était identifié comme étant fan des Lakers. Et donc il prend la décision de rejoindre les Clippers. Et
comme je l'ai dit tout à l'heure, Jerry West, il balance littéralement tout l'avenir de la franchise pour pouvoir le signer. Mais bon, faut justifier le fait de signer aux Clippers. Ah non, mais moi j'ai jamais dit que j'étais fan des Lakers. J'ai toujours eu les Clippers en ligne de mire. D'ailleurs, je rejoins aujourd'hui Kawhi, mais le projet de base était le fait de se rejoindre, pourquoi pas, à San Antonio. D'où la fameuse naissance du projet Spurs. Voilà, c'est un peu tout ça. Et là, encore une fois, il est mis face à une réalité qui était celle de voir les Clippers favoris de cette saison, avec des Warriors qui étaient meurtris, avec un Kevin Durant sur la touche, avec des Lakers qui normalement devaient, comme eux, on va dire, trouver une certaine alchimie avant de cartonner. Et suite à l'élimination face à Denver, après avoir été mené 3-1, le seul truc qu'il arrive à nous dire, c'est que ce n'était pas en fait un championship or bust en fait, c'était pas le titre ou rien cette année. C'est-à-dire que Jerry West, il balance littéralement l'avenir de la franchise, il offre Shai et Gallinari à OKC pour te faire venir, mais c'est pas le titre ou rien dès cette année. Bon bah écoute, merci Paul George. En fait, non mais il y a un truc par rapport à ce trade. Alors, je vais revenir à ce que je dis. Je pense que la valeur de Paul George n'est pas la valeur de ce trade, et c'est peut-être pour ça qu'on le voit trop. Moi dans ma tête, il est pas à ce niveau-là, et top 15, top 20, change pas tellement d'avis, parce que est-ce que vraiment Towns est meilleur que lui ? Peut-être pas. Est-ce que Clay est meilleur que lui ? Est-ce que Siakam est vraiment meilleur que lui ? Finalement, tu vois qu'en tournant, t'as pas beaucoup de joueurs à mettre devant lui. Donc bon, top 15, top 20. La valeur de ce trade, c'est pas ça. La valeur de ce trade, c'est de toute façon, si tu n'as pas Paul George, tu n'as pas Kawhi. Et du coup, tu trades pour Kawhi. Tu ne trades pour les deux. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que ce trade paraît fou, où tu as balancé la valeur de ta franchise. Non, tu trades parce que tu as un shot pour le titre. Et dans ce cas, moi, je vends ma maison. J'ai un shot pour le titre, je vends ma maison. Et il n'y a pas de souci. Et du coup, je ne critique pas ce trade à la lumière de tout ça, parce que je me dis, c'est un trade pas que pour Paul George. C'est pour Kawhi, et en plus, visiblement, pour s'éviter un truc que Kawhi risquait de faire, c'était peut-être d'aller signer à Los Angeles, mais aux Lakers. Et là, autant dire que si t'as Eddie, LeBron, Kawhi, vraiment, tu peux mettre ma grand-mère à côté que tu joues le titre. Hein. Enfin, il y a deux choses qui sont sorties. C'était soit ça, soit Kawhi aurait aussi été voir Ujiri en lui disant: tu vas me chercher Paul George et je reste. Oui, ou Paul George à Toronto. Et il y avait du coup des discussions autour de Siakam. Exactement. Qui s'étaient lancées. Exactement. Donc en fait, c'est Kawhi qui a surcoté Paul George. Mais oui, exactement. C'est Kawhi qui a surcoté Paul George. C'est-à-dire qu'il a mis une pression. Il a dit Paul George et je viens. Du coup, derrière, il y avait effectivement cette concurrence à 3 entre est-ce qu'il reste aux Raptors, est-ce qu'il va aux Clippers, et il y avait les Lakers qui avaient le cap de le signer, le Kawhi, et du coup, tu ne pouvais pas prendre le risque de laisser échapper ce trade. Donc du coup, ce trade est énorme, mais ce trade, finalement, si tu me dis que tu as Kawhi et Paul George en échange de 2 picks Shai et Gallinari, mais vas-y, enfin, prends. Et oui, ça a l'air cher. Oui, effectivement, il ne vaut pas ce trade. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu fais un joueur top 15, top 20. Quand tu fais un trade pareil, en fait, mieux vaut pour toi ne pas te louper, en fait. Et le problème, c'est qu'ils se sont pas loupés tu vois, il y a beaucoup de comparaisons avec la première année du 8, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Et au moins, le 8 avait eu le mérite d'aller en finale. Là, on parle d'une demi-finale de conférence où tu mènes 3-1. Et ça, c'est le genre de truc, quand bien même on sait que bien souvent en NBA, on peut se nourrir en fait d'une grosse défaillance et d'une grosse déception pour pouvoir rebondir et aller chercher quelque chose après. Là, on parle pas de joueurs qui ont signé sur la longueur et d'une franchise qui a tous les assets nécessaires pour continuer à bricoler des choses sympas sur l'avenir. Non, là, ils sont vraiment dans l'urgence. S'ils gagnent pas l'année prochaine, il y aura vraiment une grosse alerte dans la maison Clippers. Ouais, j'ai pas mal de choses sur quoi rebondir. Déjà, PG, c'est un truc dont on avait parlé avec Pierre l'année dernière au moment du trade. Je pense que l'épaule est pas guérie, tout simplement. Je pense que il y a des pépins physiques, il y a des pépins psychologiques de confiance. C'est plus le même joueur depuis
je dirais que c'est plus le même joueur, à part la saison à OKC, la saison où il est candidat au titre de MVP, c'est, depuis la blessure avec Team USA, c'est plus le même joueur. Je dirais tout simplement ça. Et depuis ses pépins physiques, moins agressif, il va moins au cercle. Et donc, il devient de plus en plus dépendant de son adresse extérieure. Et quand il met pas dedans, eh ben, il devient Chris Middleton. Voilà, tout simplement. Et donc, ça fait de la peine, c'est dommage, mais c'est une réalité. Aussi, il a été blessé cette année. Lui et Kawhi ont joué que 32 matchs ensemble en saison régulière. Peu de temps pour s'acclimater. Alors oui, ils sont potes, ils se connaissent, tout ça. Mais ils n'ont pas eu ce que s'appelle les reps, les trucs comme ça. Ils sont arrivés en playoff avec assez peu d'expérience ensemble et ils ont dû un peu bricoler tout ça. Et surtout, moi les gars, la question que je vais vous demander, bon, on a Kawhi et PG, d'accord. Je veux parler du reste, moi. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement surcoté l'effectif des Clippers dans une optique playoff? Je m'explique. Il y avait de quoi, Alan. Attends, je t'explique, je m'explique. Marcus Morris, il a quoi? Deux campagnes de playoff avec Boston solides. Franchement, je peux pas lui en vouloir, je les ai suivis de près, solide. Lou Will, les gars, ça a jamais été un joueur de playoff. Les Rockets trade pour lui, on s'en rappelle, quand il était aux Lakers. Ouais. Il est cataclysmique en playoff. Avec Toronto, je crois qu'il est 6e homme de l'année avec eux. En playoff, il est pas bon. Je crois que quand il est à Atlanta, ils font les playoffs, peut-être pas. Avec Philly, il fait les playoffs, mais c'est pas non plus, voilà. Montrezl a pas de référence en playoff. Pat Bev a pas de référence en playoff. Reggie Jackson, bon, il remplace Westbrook une fois. Il y a longtemps. Ouais, avec Détroit, il perd 2 fois. Entre-temps, il y a eu les Pistons. Ouais, il perd 2 fois au premier tour. Jamichael Green, c'est un soldat. Zubac, Landry Shamet a peu d'expérience et a été blessé. Et ce que je vois, tout simplement, c'est un énorme effectif de saison régulière. Parce que Lou Will et Harrell sont des super joueurs de saison régulière, mais ce en système playoff, c'est qu'on n'a pas surcoté cet effectif, tout simplement. Là, moi, j'ai envie de répondre à cette question en te disant que les Clippers de l'année dernière, mine de rien, ils nous avaient plutôt séduits. C'était des Clippers qui ressemblaient à peu de choses près à ceux-ci, à la différence que Shai et Gallinari ont été remplacés par Paul George et par Kawhi. Tu as en plus ajouté Marcus Morris, qui reste quand même un joueur solide. Donc on pouvait partir de la base de l'effectif de l'année dernière, qui avait quand même pris 2 matchs aux Warriors version KD. Ils avaient fait une saison régulière qui Warriors était en trottinette. Ouais, mais certes, mine de rien, même lors de la saison régulière, on avait tous plus ou moins été bluffés, un peu à l'image de ce que faisait OKC cette année. On a tous été bluffés de les voir là où ils étaient. Ils ont fermé franchement des grandes bouches l'année dernière, alors que personne les voyait en playoff. Ils ont été, quand bien même les Warriors étaient. Et Rivers a gagné beaucoup de crédit là-dessus. Voilà, tout à fait. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait en début de carrière à Orlando, tu vois. Donc voilà, mais du coup, comment il pouvait en être autrement, sachant que tu rajoutes à cet effectif qui semblait plutôt bien construit 2 joueurs qui faisaient, en tout cas à l'époque, partie du top 15. Donc ça paraissait logique pour nous de, enfin même moi, hein, j'ai été moi je les voyais champions. Enfin la plupart d'entre nous les avaient mis champions, excepté toi, Alan, qui voyait les Lakers. Donc voilà. Après, tu vois, c'est encore ça. Je te lance ça dessus, Marianne. C'est vraiment dans le setting playoff, tu vois. Ce truc où tu peux pas avoir de joueur qui est vraiment trop négatif d'un des deux côtés du terrain. Et tu vois, on voit quand il y a Miami, Boston, les Lakers, à peu de choses près, il n'y a pas ces joueurs-là. Et là, c'est comme si c'était trop dépendant de joueurs qui avaient quand même trop de lacunes d'un des deux côtés du terrain, pour moi. Ouais. Exactement. Et puis moi, je vais vous faire un moment dans la saison où les Lakers tapent les Clippers dans un gros match. Je sais plus à quel moment il a lieu. C'est pas le match de Noël. Non, c'est juste un match avant la coupure. En fait, ils les battent avant le confinement et en entrée de confinement. Exactement. Ouais. Donc il les tape. Et en fait, je me suis tapé des séquences parce que en fait, j'ai été choqué en fait. De certains paniers faciles qu'a eu KCP par exemple, où KCP KCP a mis des drives dans les grands morts de la défense des Clippers et je comprenais pas. Non mais vraiment, t'as KCP qui te met des drives, il y a un moment, enfin moi j'ai fait pause, j'ai fait attendez, KCP met des drives, il y a un truc qui Bradley, va pas dans cette équipe. Le match de sa carrière aussi. Non mais voilà, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et du coup je suis allé voir et là je vois Lou Will, Pat Bev, mais t'avais envie de les insulter. J'ai fait séquence ralentie sur ces joueurs.
mais c'était ignoble. C'était ignoble. Et du coup, je comprenais pourquoi Bradley et KCP s'étaient baladés tout le match. Enfin, tu te fais défoncer défensivement par Avery Bradley et KCP. Il y a un moment, évidemment, il y a quelque chose qui va pas. Et je comprends, Alan, c'est qu'il y a des joueurs, enfin, ces joueurs sont négatifs. Pat Bev, c'est pas un monstre offensivement et c'est une surcote défensive. Et autant dire que les All Defensive Team, là, c'est une escroquerie au vu de sa saison. Ouais. Vraiment, c'est un gars qui parle beaucoup, mais c'est un défenseur théorique. Hein. Moi, il a arrêté Kevin Durant lors des derniers playoffs. Gros, Kevin Durant, il mettait 40 points, il marchait. Non, mais sérieux? Non, mais vous l'avez entendu, celle-là. En plus, il y a une vraie différence entre jouer dur et savoir bien défendre. Exactement. Et c'est pour ça que c'était une défense théorique. C'est que ce joueur-là, Pat Bev, sur l'homme, pourquoi pas? Dans une défense organisée, non. Ouais. C'est ça le problème de ce joueur. C'est qu'il n'a pas la discipline défensive qu'il faut. Il ne fait pas les bonnes rotations, etc. Alors évidemment, si le gars va le jouer en 1 contre 1, moi je te dis ouais, pourquoi pas, c'est pas un défenseur mauvais, effectivement il y a des qualités. Mais dans la défense collective, ça ne passe pas. Un Lou Will, c'est une catastrophe. Il saute dans toutes les feintes. Tu ne peux pas. Tu te fais exposer par ce type de joueur en play-off. Physiquement, enfin... les phases où Murray le joue, c'est dramatique. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, cet effectif n'est pas bien construit. Tu as des mecs comme Lou Will, Harrell, qui sont des scoreurs en sortie de banc, sur des bancs, sauf qu'en fait, en play-off, ça se resserre. T'as plus les bancs sur lesquels tu peux vraiment te faire plaisir. T'as que des titulaires qui jouent 40 minutes, et c'est pas la même chose. C'est pas le même jeu. Et être profond en play-off, ça n'a jamais vraiment marché. Il faut avoir le 5 le plus solide possible en play-off, parce que de toute façon, tu joues 40 minutes. De toute façon. Ah, c'est clair. C'est clair. Et puis en plus, tu vois, on disait l'effectif est super profond, et finalement, plein de joueurs qu'on disait, ils ont même pas joué. Patrick Patterson, Rodney McGruder qui prenait des minutes du côté du 8. Joachim Noah, dédicace à Adrien. Noah, bon, non voilà, mais attends, la preuve qu'on surcote à mort. Enfin, est-ce que vous vous rappelez des trucs qu'on a entendus, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans certaines, je ne mentionnerai pas le nom, mais dans certaines émissions françaises, Joachim Noah va apporter son expérience, va apporter sa défense, va apporter ceci, va apporter cela. Il a même pas foulé le parquet, le type. Non, mais faut arrêter. Et tu vois, pour moi voilà, c'est un truc que je me suis dit que je ferais plus l'erreur avec eux, quand Madiane l'a dit, Lou Will et Montrezl, ils défoncent des bancs NBA, pas des 5 de départ NBA. Et je pense que c'est très important à dire. Ouais, surtout en play-off où justement les bancs NBA jouent de moins en moins. Voilà. Et puis on devait, je pense faut lire, voilà. Quand t'as ce que les Américains appellent un track record de pas être bon en play-off, au bout d'un moment, Louis il a jamais été bon en play-off. Pourtant, franchement, c'est un immense joueur de saison régulière. Moi, en saison régulière, beaucoup de fois, il a terrorisé mon équipe et sur les fins de match, des fois, c'est lui qui fait la diff tout seul. Mais en play-off, c'est pas la même histoire. Moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Je me mets un peu à la place d'Alan et c'est moi qui vais vous lancer sur une petite question. Qu'est-ce que vous faites justement du duo de meilleur 6e homme de l'année? Qu'est-ce que vous faites avec Lou Will? C'est-à-dire, est-ce que vous tentez quelque chose avec son Il y a des rumeurs de Lou Will déjà. Contrat. Je sais pas si tu as vu. D'accord. Il y a des rumeurs de Lou Will. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à matcher pour une offre concernant Montrezl? Alors, Harrell, je re-signe pas. Ouais, moi j'en veux pas. J'en veux pas. Mais en fait, faut regarder déjà pas avant de toute façon. En fait, faut regarder ça d'un prisme logique. En fait, ce dont ils ont besoin, c'est pas d'eux. Ils en ont pas besoin. Ils ont besoin d'un meneur de jeu capable de poser les bases avant d'initier une attaque déjà. Et en fait, ce meneur de jeu, tu le fais jouer avec Paul George et ton banc pour aller défoncer des bancs, parce que de toute façon, c'est ce scénario que tu auras en play-off. Paul George plus banc, c'est ça qu'il faut faire. Paul George, un mec qui tient la balle, plus banc. Et t'as pas besoin de Louis et Montrezl. Tu prends mecs qui défendent et qui mettent des tirs. Voilà, ouais, t'as besoin d'un pivot, un vrai pivot Zubac, désolé, mais non. Un mec avec une certaine mobilité, capable un peu de switcher. Ils ont besoin de ça aussi.
c'est pas grand-chose, hein, mais c'est mal construit leur effectif. En fait, limite, c'est dommage qu'ils aient pas tenté de trader dès cette année, parce que c'est peut-être là où ils auraient pu peut-être tirer un Montrezl pendant 6 mois, ils auraient pu en tirer de la valeur. Complètement. Ouais, c'est ça. Et ils l'ont pas. Je suis de l'avis de Madiane. Lou Will a un petit contrat. Moi, je le garde perso. Il y a des rumeurs comme quoi Philadelphie serait intéressé pour venir le chercher. Alors, tu peux discuter avec Philadelphie. Hein. Si tu peux récupérer Josh Richardson potentiellement, je le fais, tu vois. Mais après, si Montrezl, je touche pas parce que c'est un pivot, il va prendre beaucoup d'argent et puis c'est un poste remplaçable. Les gens crient au scandale quand on dit ça, mais si on regarde année après année, finalement, c'est ce qui se passe. Et même, quand bien même ce sera un intérieur, c'est un faux intérieur, comme on l'a dit en début de podcast, c'est quelqu'un qui, en tout cas, va pas t'assurer ce que tu as besoin en matière de défense. Oui, et puis il te permet pas non plus d'avoir un minimum de spacing, parce que aujourd'hui les intérieurs qui font deux choses, c'est-à-dire protéger le cercle et mettre des paniers, sont hyper utiles. Et moi je le dis, je vais choquer des gens, je préfère Maxi Kleber à Montrezl. Tu préfères Aaron Baines à Montrezl? Mais si t'avais Jeremy Grant à la place de Montrezl, c'est pas la même chanson. Hein. Oui, voilà, exactement. Et Jeremy Grant qui jouait poste 3, moi je te le fais jouer poste 5, je peux te dire que contre les bancs en saison régulière, ça va donner. Après, on va pouvoir un petit peu finir parce qu'on est à 50 minutes, les gars. On fait un petit peu épisode à rallonge. On n'a pas parlé de Doc Rivers. Moi, franchement, pour faire rapidement, je lui en veux pas. Je lui en veux que d'une seule chose, c'est de pas avoir trouvé son line-up létal. Voilà, c'est ça que je lui en veux. Il a tenté plein de trucs, il a acheté pas mal de trucs contre le mur. Et le line-up qu'on pensait être... je pense, moi, le line-up final, ce que je pensais voir souvent, c'était Lou Will, Pat Bev, les deux, et Harrell. Ce line-up n'a pas marché. Et il a pas changé, en fait. Il s'est entêté à faire jouer Lou Will dans les fins de match. Il s'est entêté à pas mal de choses. Après, je pense que, comme disait Ben, qu'on salue, est-ce qu'il y a un meilleur coach pour les Clippers maintenant, s'il le vire maintenant pour la saison prochaine? Je suis pas sûr. Non. Donc, non, mais de toute façon, il y a déjà des rumeurs qui vont dans le sens du fait de le garder. Donc déjà, ça, c'est quelque chose... Moi, je pense qu'ils vont le garder et je pense qu'ils devraient le garder. Mais en plus, il s'entend bien avec Ballmer. Ballmer a l'air de l'avoir à la bonne. Mais le problème de Doc Rivers, c'est que au bout d'un moment, son CV quand même négatif commence à être assez surchargé parce que il y a eu 13 remontées de 3-1 dans l'histoire des playoffs. Doc Rivers en a quand même 3 à son actif. La première... Personnellement, j'ai pas envie de lui en vouloir parce que cette année-là, et je suis assez bien placé pour le savoir, Détroit déconne dans les grandes largeurs et ne doit jamais être mené 3-1. Donc on va dire que la victoire... Et Tima qui joue avec 2 cacahuètes et un Kit Kat. C'est ça, et avec Drew Gooden, rookie. Non, c'est quelque chose personnellement que j'ai pas envie de lui imputer dans le sens où vraiment revenir de 3-1, ça me semblait même logique pour les Pistons, quand bien même sur le coup ça devait être une déception pour le Magic. Par contre, il a participé aux 2 autres qui sont vraiment scandaleuses, donc celle de cette saison avec des Clippers et celle de Houston. Tu te fais massacrer par Josh Smith et Crowder. Non, c'était non, c'est pas Crowder. Crowder. Comment il s'appelle? Il jouait à Minnesota et en début de carrière. Comment il s'appelle déjà? Il m'est sorti de l'esprit. Je l'ai plus, mais c'est Kevin McHale le coach et il la coach avec merde. Il sort de Florida avec Joakim Noah et alors Ford. Chandler Parsons. Non, mais non. Bref. Non, je l'ai. On l'a plus. Corey Brewer. Voilà. C'est clair. C'était scandaleux. Tu le dis, voilà, il a ça à son CV, malheureusement. Après, je pense que ça reste quand même un coach qui sait gérer les superstars. Il l'a fait. Ils pourront pas trouver mieux. Madiane, je sais pas ce que t'en penses. Voilà, pour moi, je lui en veux de s'être entêté à certains ajustements, mais vas-y, je t'en prie. Si tu veux aussi consonner ce bon vieux Doc, je t'en prie. Non, mais en fait, le Doc, on lui passe beaucoup de choses. Alors,
déjà, c'est bien qu'il soit plus président des opérations de basket et qu'il soit que coach. Ça, c'est effectivement une chose qui, je pense, l'a aidé. Néanmoins, ça fait beaucoup là quand même, avec ces Clippers. Avec les échecs de Lob City, il a 2 remontées 3-1. En fait, je me demande à quel point est-ce que c'est pas un coach d'une équipe un peu surprenante qui se qualifie 7-8e et qui va te faire des playoffs surprenants, plutôt qu'un coach d'une équipe qui doit être construite pour être la favorite des playoffs et aller les remporter. Je me demande en fait. Je pense qu'effectivement il faut pas le changer parce que qui tu vas mettre en fait, il y a pas d'idée. Enfin, tu vas pas prendre Mike D'Antoni. Enfin, il y a un moment faut pas déconner. Donc oui, je comprends que on ne change pas, mais D'Antoni qui est proche des Pacers, non? Non, de Philly. Enfin, des Sixers. Ouais, des Sixers. Des Sixers, pardon. Mais il a beaucoup de choses très suspectes. Ah, ok, il y a une remontée 3-1. Allez, on lui pardonne. Ça en fait 3 là. Ouais. Et il y en a 2 qui sont pas bien niveau coaching. Et quand ton équipe, ok, on a dit qu'il y a des choses logiques dans le jeu, etc. Ton équipe, elle a aussi sombré à un moment mentalement et t'as pas été capable de les remobiliser dans des moments durs. Et pourtant, c'est un moment dur où t'es favori, tu mènes 3-1 et t'as des moments durs. Mais tu feras comment quand c'est des moments durs en finale de conf, en finale NBA, où bah, t'as un LeBron James un peu vénère avec un Anthony Davis à côté, ou quand tu tapes des flambées de Tyler Hero en finale NBA. Enfin, non mais vraiment, il y a des moments durs à gérer dans les matchs, et à chaque fois que les Clippers ont pris un coup, tu sais, ils sombraient. Oui, non, mais ils menaient tout le match, c'était parfait, et dès qu'ils prennent un coup, ils sombrent. Et puis, je sais pas si vous voyez, ils se prennent un éclat dans le début du quatrième. En fait, il prend son temps mort et Rivers applaudit, et puis il les remobilise. Moi, je pense qu'il comptait sur Kawhi, sur Paul George aussi. Je pense que aussi Kawhi est pas aussi cyborg qu'il soit, c'est pas un LeBron en meneur d'homme. C'est pas un leader vocal. Voilà, c'est pas leader vocal, c'est pas de Bev le leader vocal de cette équipe. Mais quand ton leader vocal il prend 6 fautes et qu'il peut pas jouer le dernier quart-temps, bah bonjour l'exemple, tu vois. Donc je pense que franchement, j'en veux pas tellement à Rivers, j'en veux de pas avoir trouvé, voilà. Cet ajustement, ce line-up, toute équipe a son line-up. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Toute équipe a son line-up de play-off pour 2 choses. Quand il faut faire l'écart et aussi quand on est dans le mal et qu'il faut revenir. Ouais. Je pense, ça, c'est sous-côté. Mais par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les Celtics hier. Quand il y a un énorme run dans le deuxième quart-temps de Tyler Hero, et ben les Celtics restent devant parce que Stevens trouve un line-up qui lui permet de colmater les brèches. Il n'y a pas eu ça côté Clippers quand ils se prenaient les runs de l'espace, comme dirait mon ami Elias. Et est-ce que ces playoffs, je trouve qu'il y a eu beaucoup de séries qui ont changé aussi sur le coaching. On le voit, Stevens, Spoelstra, c'est des malades de coaching. Vogel, on dit ce qu'on veut, mais il a été bon, et face aux Rockets, il a fait ce qu'il fallait pour relever son équipe après le Game 1. Alors ok, avec un joueur aussi intelligent que LeBron James avec toi dans ton équipe, c'est peut-être plus facile. N'empêche que les coachs ont aussi montré des choses. Malone a montré d'excellentes choses et durant cette série, et Doc Rivers n'a rien montré. Enfin, est-ce que vous avez souvenir d'un truc? T'as raison, c'est un constat froid que je suis obligé de partager, même si je pense pas qu'il faut non, mais moi non plus. Hein. Ouais, mais il a des torts. Il a des torts, et tu peux en mettre dans la gueule de Kawhi, tu peux en mettre dans la gueule de Paul George, tu peux dire que l'effectif est mal construit. Ouais, mais gros, tu menais 3-1. À chaque fois que ton équipe a pris un run, il s'est rien passé. Ton équipe ne s'est jamais relevée du moindre run. Tu menais de plus 10 dans tous les matchs. Ouais. Et au moindre caillou dans la chaussure, tu te fais défoncer. Mais en fait, tu ne peux pas gagner de titre comme ça. Il y a un moment où ton équipe, tu dois stopper l'hémorragie. Et en fait, des fois, j'ai trouvé que ces temps morts étaient tard de ouf. Où, tu vois, t'as un ou deux gros tirs de Jamal Murray, tu fais wow. Et tu vois que le jeu, il continue, qu'ils mettent pas le panier, qu'ils en reprennent un autre derrière, qu'ils en reprennent encore un autre derrière. Et là, t'as le temps mort qui intervient. Tu sais, des fois, il y a eu des temps morts où moi, derrière mon écran, je disais, celui-là, ça fait un moment que je sens que les gars, ils sont bouillants en face et qu'il faut stopper très vite. En playoff, t'as pas le temps de laisser les runs aussi se passer. Il faut très vite stopper.
Et c'est quelque chose que Doc n'a pas réussi à faire. Et c'est à son dossier aussi. Ça venait aussi peut-être d'une surconfiance qu'il avait en son attaque et en ses joueurs. Voilà, qui l'ont pas aidé sur la fin de match. Les gars, on va finir. Un petit mot sur une série qui me fait perdre beaucoup d'années de vie. le Miami Boston. Ouais, si on peut me lire sur Twitter, je suis très engagé. Heureusement que les auditeurs ne sont pas aussi dans la conversation privée de Unky Hebdo où j'ai un langage très fleuri. On n'a pas trop le temps, Ilias. Voilà, il y a trois matchs, 2-1 pour le Heat. Question bateau de journaliste, est-ce que la série est relancée après la victoire de match 3 de Boston? Bah, écoute, je vais répondre avec une phase tout aussi, une réponse tout aussi bateau que la question, c'est que, heureusement que Boston a pris le dernier, donc là, Miami mène désormais 2-1, mais comme j'ai pu le dire avant, comme j'ai pu te le dire, c'est que Boston est quand même, je pense, passé à côté de quelque chose lors des 2 premiers matchs. Par moment, ils ont vraiment été plus forts que Miami, mais là où Miami a... Je pense qu'on est meilleur qu'eux sur l'ensemble des 12 cartons. Il y a ça, mais le problème, c'est que il y a un élément déterminant et qui se matérialise justement dans les fins de match en play-off, c'est le facteur expérience et clutch attitude. Et là, on est clairement face à des Bucks, face à une équipe de Miami qui, même face aux Bucks, a pu le montrer sur certains matchs où ils dominaient moins que dans d'autres. Sur les fins de match, ils sont intenables parce que justement, ils ont une espèce de multiplicité d'armes sur lesquelles ils peuvent se reposer lors d'une fin de match. On sait que Butler est un petit peu en haut de la mêlée, mais on voit que Tyler Hero, Duncan Robinson, même Bam Adebayo peuvent faire des actions clutch ou Dragic, oui, que j'oubliais, que ce soit d'un côté du terrain ou d'un autre. Donc c'est une équipe extrêmement compliquée à manœuvrer et qui même si elle est très forte, a quand même certaines limites que Boston pourrait encore mieux exploiter, qu'ils ont exploité, mais disons que Miami a un petit peu comme beaucoup d'autres équipes, c'est une équipe qu'il faut terminer de manière définitive si tu veux pas les voir revenir. Faut vraiment ne leur laisser aucune chance. La moindre fenêtre de tir, ils l'exploitent et ils reviennent pour pourquoi pas gagner le match, et ça s'est vu lors des 2 premières rencontres. Donc après, pour la suite, disons que le retour de Gordon Hayward a fait du bien et va faire du bien, donc je pense que cette série va se prolonger, et c'était de toute façon mon pronostic. Je donnerai pas de vainqueur final, mais sachant qu'en plus on n'est pas dans un contexte classique, on est dans un contexte de bulle où le 7e match se jouera sur terrain neutre, mais je donne mon pronostic en 7 matchs, et je pense qu'on est face à une très belle série et qui devrait se poursuivre. Madiane, même question, un petit retour sur ce que tu penses de la série pour le moment. Et en fait, je suis d'accord pour dire que dans le jeu, les Celtics ont l'air supérieurs et que effectivement, c'est très bien payé pour Miami le 2-1. Mais d'un autre côté, c'est ce que je disais sur la série face à Toronto, elle doit jamais finir en 7. Contre Toronto, ça doit jamais finir en 7, ça doit faire du 5 max parce que les Celtics étaient au-dessus de Toronto, ça crevait les yeux, ça se voyait, etc. Alors ok, il y a le shoot assez improbable dans le Game 3, mais derrière, tu laisses passer un Game 4, et finalement, tu perds aussi le 6. Enfin, cette équipe a du mal à terminer, où tu les vois au-dessus, mais ils terminent pas. Et j'ai peur qu'en fait, face à une équipe telle que Miami, ça pose problème. Alors, s'ils remontent à 2-2, ça peut le faire, mais en fait j'ai peur pour eux dans ce futur Game 4, parce que une défaite aussi interdite que celle-là, il faut vraiment qu'ils réussissent à maîtriser le match et à pas laisser Miami revenir, parce que Miami est revenu à chaque fois dans les rétroviseurs. Là en plus, hier ils ont jamais mené du match, jamais de mémoire. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais et même malgré ça, en fin de match, tu as eu la sensation que Miami pouvait revenir. Alors qu'on était à plus 20, ouais, et ça me fait peur. C'est-à-dire qu'il faut terminer. Et malheureusement, en finale de conférence, ça c'est une équipe aussi expérimentée. Si Miami, à un moment, est capable, dans ce Game 4, d'être à portée dans le 4e quart, ils peuvent, je leur donnerai l'avantage pour prendre ce match. Et si à 3-1, je vois pas comment les Celtics s'en relèvent. Donc,
Ça me paraît compliqué. Malheureusement, ils sont trop mal embarqués alors qu'il y aurait pu y avoir 3-0 dans cette série. Ou au minimum 2 en faveur des Celtics. Le 2 à Miami, c'est trop bien payé pour eux. Ouais, on verra bien. Moi, à la fin du match 2, j'avais abdiqué parce que je me disais tout simple, j'en rigolais même. Parce que, la fin de match de Goran Dragic, c'est lunaire, quoi. Les shoots qu'il arrive à mettre, c'est complètement lunaire. Et c'est vrai qu'hier, j'ai un peu repris espoir parce que, en ayant revu les matchs et tout, pour moi, on est meilleur dans 10 des 12 cartons. Le problème, c'est qu'on prend éclat dans le 4e du 1 et dans le 3e du 2. Éclat complet. Et donc, c'est là que ça tourne. Mais sur les 12 cartons, la meilleure équipe, c'est Boston. Et donc, le problème, c'est qu'il faut gagner 3 des 4 prochains. Ouais. Il faut gagner 3 des 4 prochains contre une équipe qui a perdu 2 matchs pour l'instant en play-off, qui a atomisé Indiana, qui a atomisé les Bucks. Donc... Tu demanderas aux Clippers, les runs de l'espace, ça se passe pas bien à la fin quand t'en prends 3 de suite. Ouais, bah oui, je sais. Mais c'est une belle série. Heureusement que Boston a gagné le 3, je pense, pour tout le monde. Comme ça va faire une série qui va au moins se prolonger sur 2 matchs. Et puis on verra bien. On verra bien. On a de l'autre côté le Lakers Nuggets, on n'a pas trop le temps, les gars, d'en parler. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Peut-être dire quand même qu'ils ont fait un sacré tour de force sur le premier match, les Lakers. Hein. Ouais. Je les vois gagnants sur la série. Mais je dois quand même pas cacher qu'ils m'ont pas mal surpris sur le premier match parce qu'ils ont vraiment écrasé les Nuggets, pardon. Toi, tout le monde écrase je sais les pas Bucks, pourquoi, mais je sais pas. Non, c'est bon, ils sont déjà fait écraser par le Heat. Ouais. Non, mais les Lakers très forts. Je dis ça et ce soir ils vont perdre, mais non, très fort. Pareil, j'ai trouvé très impressionnant. Et en tout cas, AD va être très clairement le joueur dominateur de la série. Enfin, ils ont pas de solution en face pour lui. Enfin, il y a peu d'équipes qui en ont. Et ils arrivent à rester à portée de fusil en première mi-temps avec un Murray qui met plein de gros tirs, mais s'il n'est pas là, il y a encore plus éclat. Donc c'est ça. C'est assez flippant. On en reparlera la semaine prochaine, les gars. C'était long, c'était bon. C'était constructif. De parler de ces Clippers. On avait demandé au personnel de l'équipe de choisir les gens les plus à même pour parler de ces Clippers, parce que franchement, on va pas se mentir, on aurait tous aimé voir le Clippers Lakers là. Denver est super. Moi, j'adore Denver, j'adore Jamal Murray, je suis super content, Jokic, tout ça. Mais c'est le duel de superstars que je voulais voir. Certes, je voulais que ça... ouais. Mais après les voir perdre comme ça, voir perdre les Clippers comme ça, je suis désolé. En tant que fan NBA, voir les Clippers se faire remonter un 3-1, c'est une saveur particulière. Il y a ça, on va dire qu'il y a deux choses, il y a deux éléments. Sur le plan purement basket, ce que Denver a montré nous a quand même fait pas mal plaisir et ça justifie tout à fait leur qualification en finale de conférence. Déjà sur le plan purement basket. Ensuite, je pense que ce qui a participé à la détestation des Clippers, c'est le fait que tout le monde veuille les voir échouer. C'était justement le fait que pendant toute l'année, que ce soit à travers des déclarations, des attitudes et des comportements, en fait, ils ont poussé les gens à les haïr de la sorte et on a vu un petit peu ce torrent qui s'est abattu sur Twitter, sur les réseaux sociaux suite à leur élimination et au final c'est assez justifié, mérité. C'est clair. Parfait les gars, c'est tout pour cette semaine. Profitez tous bien des finales de conf, les finales NBA sont en ligne de mire. On espère le retour de la plus grande rivalité du basket NBA en finale de NBA. Ceux qui ont compris ce que je veux. Salut à tous, merci les gars, et puis bonne semaine la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Ciao.